participantes et tous les participants de vouloir rester jusqu'à la fin de cette journée pour m'écouter. Bon, j'espère qu'après l'exposé, on aura quand même un peu de temps pour échanger. Alors, quelques mots avant de commencer, hein. Ma perspective est évidemment située à la fois d'un point de vue personnel et académique. Je ne pensais pas, en arrivant en Nouvelle-Calédonie en 89, m'intéresser aux femmes et aux rapports sociaux de sexe. Mes premières recherches ont porté sur les représentations du corps, de la santé et de la maladie dans une région du nord de la Grande Terre, aux marges des aires Adieu et Païti. C'est, comme l'a dit Patrice, par le biais des questions liées aux violences faites aux femmes, dont la fréquence et la forme m'ont interpellée quand je vivais en Nouvelle-Calédonie, à Poya, que je me suis intéressée de plus près au rapport entre les femmes et les hommes, à leurs changements et à l'articulation de ces changements avec les autres transformations sociales et politiques du pays. C'est un intérêt qui ne s'est pas démenti depuis et qui m'a amené à étudier plusieurs facettes de ces transformations, mais mes recherches sont évidemment loin de couvrir tout le champ des inégalités hommes-femmes. Alors, à la différence des autres intervenants de la journée, tous historiens, si j'ai bien compris, je suis anthropologue et par conséquent, j'aurais peut-être besoin de votre indulgence. Et je vous demande par avance de pardonner aussi les redites avec les précédentes interventions que je n'ai pas pu écouter à cause du décalage horaire. Alors, dans cet exposé, j'ai cherché à éclairer ce qui m'apparaissait important pour comprendre la condition et l'engagement politique des femmes kanaks en le reliant au contexte, et j'ai voulu aussi relater certaines trajectoires féministes. Il ne s'agit pas d'une histoire des femmes kanaks de 46 à 77, bien évidemment, mais d'éléments et de repères pour identifier des lignes de force dans leur cheminement vers l'émancipation. Et vous verrez que ce cheminement est tout sauf linéaire. Il est fait d'ouverture et d'avancée, mais aussi de retour en arrière, plutôt de retour de bâton, hein, ce qu'on appelle des backlash, qui montrent qu'en matière d'émancipation des femmes, rien n'est définitivement gagné. Alors, la première partie de ma présentation s'appuie sur des archives écrites et la seconde à la fois sur des écrits et sur des entretiens, formalisés ou non, c'est-à-dire ce qu'on appelle de l'histoire orale. Alors, pour faire avancer le diaporama, alors quand le missionnaire de Canala, François Luneau, signale en 48 dans le texte que vous avez sous les yeux, intitulé Quelques notes sur la mentalité actuelle dans les tribus calédoniennes, une évolution sociale sans précédent et une soif de liberté et d'égalité totale, il évoque plusieurs facteurs de changement. Le contact des Kanaks avec les troupes américaines pendant la guerre, le retour au pays des volontaires kanaks engagés dans les forces françaises libres, la création et l'implantation du Parti communiste calédonien qu'il qualifie d'extrémiste. Étrangement, il oublie de citer le plus important de ces facteurs de changement, la suppression du régime de l'indigénat par Paris, début 46, qui a provoqué une onde de choc en abolissant immédiatement les sanctions et l'interdiction de circuler librement, de jour comme de nuit, faite aux Kanaks, hommes et femmes, même si l'opposition résolue de la droite coloniale et les manœuvres dilatoires du gouverneur vont retarder la suppression des prestations et de l'impôt de capitation. Alors nous allons voir ce qu'il en a été de cette évolution sans précédent et de cette libéralisation pour les femmes et comment leur condition s'est modifiée au cours des années qui ont suivi. Alors comme vous le savez,
un mouvement populaire avait placé en 40, avec l'appui de la marine australienne, la Nouvelle-Calédonie sous l'autorité du général de Gaulle. C'est à cette occasion que les futurs animateurs du parti extrémiste dont parlait Luno, le Parti communiste calédonien, à savoir Florindo Palladini, Jeanne Tunica, dont on parlera, Vincent Bouquet, le chef du district de Nîmes, le père classificatoire de Bernard Bouquet, qui a fondé le STKE, et Henri Naïsline, le grand-père du Henri qui est actuellement en fonction, et le père de Nidoche, se sont rencontrés. L'année suivante, ils forment ensemble une association des Amis de l'URSS, puis en 1944, un comité électoral d'union de la gauche socialiste et communiste pour les élections au Conseil général, et enfin, en 1946, officiellement un parti communiste. Mais on n'en est pas encore là. Quand en mars 1942, les premiers soldats américains débarquent en Nouvelle-Calédonie, ils sont 12 000, c'est-à-dire presque autant que la population européenne calédonienne à l'époque. Ils seront au maximum 130 000 présents en même temps dans l'archipel, plus que toute la population totale. Alors, vous savez que le sexe ratio de la population européenne avant-guerre était déjà déséquilibré en faveur des hommes. Mais avec cette présence américaine massive de soldats, masculine à 90%, la surreprésentation masculine est énorme. Et Nouméa se transforme en quelque sorte en ville de réconfort pour soldats américains. Les restaurants, les bars, les dancing ne désemplissent pas. L'administration française va même acheter une maison vallée du Tir, en fait le château Moreau, rue Paul Bert, pour en faire une maison close destinée aux soldats américains et néo-zélandais blancs, interdite aux officiers et aux soldats noirs. Alors l'armée américaine qui pratique la ségrégation ouvre à la fois sociale et raciale, ouvre une autre maison pour les officiers bientôt et souhaiterait en ouvrir une autre pour ces soldats afro-américains. Mais le projet est abandonné, l'administration française recule de crainte de la réaction des missions de la population indigène, comme elle l'écrit, et d'une révolte des soldats kanaks engagés volontaires dans l'infanterie ou dans la marine. Alors, les rapports de police de Nouméa, à l'époque, évoquent des sollicitations, voire des agressions sexuelles contre des femmes de toutes les communautés, accusant bien sûr, avec le prime raciste de l'époque, les soldats africains-américains. Mais dans la mémoire collective kanak, le temps des Américains renvoie clairement à de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail pour les hommes, à de l'argent pour les femmes qui lavent le linge des soldats ou leur vendent, ce qui est interdit, mais elles le font quand même, des produits vivriers, à de nouvelles habitudes de consommation et à des mixités sociales inédites. Les Américains vont repartir en 1946. Les mariages avec les femmes locales ont été interdits jusqu'en 1944. On sait qu'il y a eu ensuite une centaine de mariages avec des Calédoniennes européennes, une dizaine d'autres avec des Néo-Zélandais et des Australiens, mais on ne sait pas grand-chose des relations avec les femmes kanaks. Ont-elles été durables ou éphémères? En tout cas, au cours d'une de mes enquêtes dans le Nord au début des années 90 sur la question du VIH et de la protection,
plusieurs femmes que je trouvais âgées à l'époque, qui auraient mon âge, enfin maintenant, ont évoqué leur souvenir des préservatifs qui faisaient partie du pactage des soldats américains. Alors, un certain nombre de documents photographiques témoignent de ces interactions avec les soldats basés en Nouvelle-Calédonie et de conduite féminine individuelle d'émancipation. Parmi ces témoignages photographiques conservés aux archives à Nouville, l'album du capitaine Sims est particulièrement intéressant. Ce capitaine était un Australien dont le bateau avait été réquisitionné en 1942 par l'armée américaine pour diverses missions, mais principalement pour recruter de la main-d'œuvre aux loyautés. Et ce cliché qui montre sur une plage 3 jeunes femmes en compagnie du capitaine, c'est celui qui a le chapeau, et d'un GI, donne un aperçu des mixités sociales. Encore une autre photo de cet album. En arrière-plan, vous voyez le bateau du capitaine Sims, un 2-mâts équipé d'un moteur diesel qui pouvait transporter jusqu'à une centaine de personnes. Mais ce qui est intéressant pour notre propos, ce sont les 3 passantes sur le quai, 2 d'entre elles vêtues à l'américaine. Ah, pardon, à l'européenne. À l'européenne ou à l'américaine. Alors, il s'agit maintenant d'un cliché pris par un soldat américain, Elmer Williams, également aux archives de Nouville, qui montre un groupe de jeunes femmes, probablement loyaltiennes, détendues et élégantes, d'allure très moderne, dont l'une, la troisième à partir de la droite, fume une cigarette américaine. Alors, les cigarettes américaines font partie des nouveaux modes de consommation introduits, et c'est à partir de là que va régresser chez les femmes le mode plus ancien de consommation de tabac au moyen de la pipe. Alors, ces 3 clichés rendent compte, à leur façon, d'une atmosphère de libéralisation pour les jeunes femmes, qui est liée aux effets de la présence des troupes américaines, mais certainement aussi à ceux du démantèlement de l'indigénat qui permet de circuler librement de nouveau, ce qui provoque immédiatement un afflux de jeunes des 2 sexes, de jeunes Kanaks des 2 sexes sur Nouméa, souvent mal vus de leurs aînés, et surtout des grands chefs qui auparavant contrôlaient les déplacements de leurs administrés et auxquels l'indigénat avait conféré des pouvoirs en matière de sanctions, comme vous le savez. Ainsi, des femmes de Boréaré, à Wailu, parties sur Nouméa pour aller rendre visite à leurs maris engagés comme militaires ou travailleurs chez les Américains, furent à leur retour à Boréaré jugées par le grand chef Paul Wema, qui était à la tête du district depuis 1917, qui les fit battre et condamnées à des punitions d'entretien des routes. Delin Wema, dans un entretien avec -V, raconte que l'une d'elles, encore jeune, mourut des suites de cette correction. Alors, une conséquence de la période d'effervescence politique du début des années 40, je l'ai dit, est la rencontre des futurs dirigeants du Parti communiste calédonien. Ce parti crée une section autochtone, début 1946, qui connaît un mouvement d'adhésion important. 2000 cartes d'adhérents et d'adhérentes sont prises. Et d'ailleurs, c'est grâce aux voix des Kanaks du PCC, du Parti communiste calédonien, qu'une femme, Jeanne Tunicaï Casas, une anticolonialiste et une féministe, est élue secrétaire générale. Son programme est axé sur l'égalité des droits,
les droits des Kanaks et des Asiatiques avec ceux des Européens, mais aussi l'égalité des droits des femmes avec ceux des hommes et notamment le droit de vote. Voici comment elle raconte dans une lettre à un camarade du PCF la réunion où s'était discutée la direction du nouveau parti. Alors je cite: quant à moi, ces messieurs avaient décidé que je serais la secrétaire de la section féminine. J'étais un peu étonnée de cette façon de procéder, mais voulant les grouper, je m'abstins de tout commentaire. Quand tout le monde eut étalé complaisamment les plus idiots discours que mes oreilles avaient entendus jusqu'à ce jour, je pris la parole sans y être autorisée et demandai ce qu'il comptait faire avec les camarades de couleur ouvriers indochinois et indigènes. Ce fut le commencement de la discorde. Lors de la création du bureau définitif, les blancs ne vinrent qu'en petit nombre, mais les noirs en quantité, tous sachant lire et écrire, et c'est grâce à eux que je fus élu secrétaire général. Fin de citation. Alors, les mesures les plus répressives de l'indigénat sont abolies dès 1946, mais les prestations et l'impôt de capitation demeurent, ce qui provoque une vive agitation sociale dans le pays, qu'on connaît en particulier par les rapports mensuels des syndics, puisque les syndics mensuellement faisaient un rapport sur l'état d'esprit de la population indigène. Mais ces rapports étaient écrits par des hommes et pour des hommes, et la catégorie femme en est, sauf exception, absente. Ce qui fait qu'on a du mal à savoir en réalité l'écho qu'a eu la propagande du Parti communiste calédonien chez les femmes kanaks. Aux archives de Nouvelle-Calédonie, j'ai cependant trouvé 2 indications pour l'année 1946. Sur une pétition signée de 131 indigènes inscrits au Parti communiste, le 20 juin 1946, on trouve à peu près 10% de noms féminins. Et en décembre 1946, le gendarme de Canala, dans un rapport à sa hiérarchie, signale la venue dans sa circonscription d'une femme de Wailu, déléguée selon lui du Parti communiste calédonien, qui fait de l'agitation et incite au refus des prestations. Alors, qui était Jeanne Tunica, la secrétaire générale du PCC? Ismet Kurtovic lui a consacré un très bel article en 2011 que je vous encourage à lire. Alors, on ignore quand elle rejoint ce qu'on appelait à l'époque le mouvement communiste international, mais il est clair que quand elle arrive en Nouvelle-Calédonie à l'âge de 35 ans en 1929 avec son compagnon Francisco de nationalité espagnole, elle a déjà une solide formation intellectuelle et politique. Alors, elle n'est pas envoyée par le Comintern, ce n'est pas ce qu'on appelait une révolutionnaire professionnelle. Elle vient en Calédonie probablement pour des raisons personnelles avec son compagnon pour obtenir le divorce avec son ex-mari, ce qui se fait effectivement pour abandon du domicile conjugal. Donc elle se marie avec Francisco en 1935 et ils adoptent un garçon en 1939. Ils ouvrent d'abord un garage, puis un bar-restaurant fréquenté par les Américains, qui servira aussi de point de ralliement aux sympathisants communistes. Précédemment, elle avait noué des contacts avec les métallurgistes de Niambo et avec les travailleurs indochinois proches du Parti communiste vietnamien, puis cofondé, comme je l'ai dit, l'association des Amis de l'URSS qui, entre autres, collectait des fonds pour les résistants communistes en France et avait envoyé du café calédonien et du niaouli
à l'escadrille Normandie-Niemen, hein, une escadrille d'aviateurs français de la France libre qui était au sein de l'armée soviétique. Alors, par le biais de l'association des Amis de l'URSS, elle avait rencontré des Kanaks amis acquis à la France libre. Bon, j'ai cité Henri Naïsline et Vincent Bouquet, mais il y avait aussi des Kanaks de Nouméa, comme Ferdinand Pilioué, qui travaillait à la Poste, des métis comme Félix Arsapin, qui tous deviendront des cadres de ce parti communiste. En janvier 1945, les Européennes n'ont pas encore en Calédonie le droit de voter. Le décret ne sera promulgué qu'en avril. Mais elles peuvent se présenter. Avec Maria Palladini, Jeanne Tunica se présente aux élections territoriales sur une liste du Progrès social qui obtient quand même plus de 8000 suffrages. En octobre 1945, elle fait paraître un appel aux femmes de Calédonie dans le bulletin du commerce, appel qui commence à être connu, et dans lequel elle écrit, je cite, « Trop d'hommes proclament et font accepter par leurs femmes l'argument stupide qui veut que la femme gardienne du foyer doive se confiner dans les soins domestiques sans qu'il lui soit permis de s'intéresser aux affaires publiques. » Et plus loin, elle écrit « Le jour où nous nous immiscerons dans les affaires politiques, ici plus qu'ailleurs, nous nous retrouverons en face de despotes adversaires, en face de ceux qui, attachés aux routines anciennes, aux préjugés poussiéreux, aux conventions stupides, nous contestent le droit de revendiquer ce qui nous est dû, le droit même de nous défendre. » Alors, inutile de dire que les positions internationalistes et féministes de Jeanne Tunica lui attirent beaucoup d'ennemis. Son courrier va être systématiquement ouvert à partir de 1944. En 1946, quelques mois à peine après la création officielle du Parti communiste, son bar-restaurant, qui est aussi sa maison, est plastiqué, son fils est dedans. L'attentat sera jamais élucidé, évidemment. Elle part d'abord avec sa famille en Australie où elle est dénoncée comme agitatrice communiste. Puis, elle va à Santo où on lui refuse un poste d'enseignante, toujours à cause de sa fiche de police. Et elle ne revient à Nouméa que pour finir ses jours à l'hospice et être enterrée dans la fosse commune. Alors, il n'y a pas que Jeanne Tunica dans le collimateur. Tous les membres du bureau du PCC sont menacés et blacklistés. Vous trouverez en annexe à ma présentation une interview de Ferdinand Pilioué qui vous donne une idée du climat de l'époque. Les adhérents et les adhérentes kanaks sont sommés de rendre leurs cartes, menacés d'excommunication par l'Église catholique ou d'interdiction de mariage religieux par l'Église protestante. Les missions, en effet, ont réagi très vite au mouvement d'adhésion kanak au Parti communiste calédonien, qu'ils considèrent comme particulièrement dangereux car athées. Pour le contrer, deux associations confessionnelles sont rapidement mises sur pied, l'UICALO et la SCLF, partisane d'une évolution progressive du monde kanak, évolution encadrée par les chefs, les conseils des anciens et les églises. Ces associations condamnent vertement les conduites d'émancipation des femmes et des jeunes qui profitent de la liberté de circuler pour se rendre à Nouméa. On lit dans leurs écrits que trop soudaine, je cite, trop soudaine et trop vaste, la liberté nouvelle n'est pas bonne. Bon,
surtout pour les jeunes et les femmes évidemment, qui vagabondent, tombent dans l'oisiveté et la débauche. Leurs textes dénoncent un regain d'immoralité, les concubinages, les divorces et de façon générale la sexualité hors mariage. La SCLF propose de marier les garçons des 21 ans et les filles des 15 ans. Et les deux associations mettent en garde, malgré leurs divergences, elles sont d'accord pour mettre en garde contre ce qui est appelé la désintégration de la vie indigène et réclamer une police des tribus sur le modèle de celle mise en place aux îles par les missionnaires au début de l'évangélisation, un siècle auparavant. Bon, des thématiques qui font encore écho à ce que l'on entend parfois de nos jours à propos de la jeunesse délinquante ou à propos du problème des filles mères. En toute logique, avec ce discours très conservateur et patriarcal, il n'y a aucune femme parmi les délégués de l'UICALO et de la SCLF, pas plus que parmi les candidats de l'Union calédonienne aux élections, Union calédonienne à laquelle les deux associations vont donner naissance. Et j'insiste pour dire que cette absence de femmes à la direction de l'Union calédonienne va durer longtemps, puisque la première femme à entrer à la direction de l'Union calédonienne sera Philomène Machoro en 1986. Alors l'administration, de son côté, voit d'un très mauvais œil s'effriter les frontières raciales qui séparent les communautés et dont un exemple est l'atmosphère festive ouvrière multiraciale décrite par Benoît Trépied dans son livre sur connaît une mairie dans la France coloniale. Atmosphère symbolisée par William Yoshida à Kone, un métis japonais kanak dont la femme est javanaise, qui tient le club de Tiebagi, de la mine de Tiebagi, où chaque semaine viennent des danseuses tahitiennes et qui ensuite va ouvrir à Kone l'escale. L'administration, donc, par rapport à cette nouvelle mixité, si je peux dire, agite le spectre de la prostitution et du péril vénérien en appelant à une réglementation sévère, en stigmatisant ce qui est appelé les filles détribalisées qui traînent dans les villages miniers à Nouméa, en fait des propos nostalgiques du cadre particulièrement contraignant pour les femmes que constituait l'indigénat quand elles avaient l'interdiction de travailler en dehors de leur district, c'est-à-dire en dehors du contrôle du grand chef administratif et qu'elles ne pouvaient fuir un mariage malheureux. Alors une idée du climat ambiant qui règne à Wailu dans les tribus protestantes en 1956 est donnée par un rapport du syndic des affaires autochtones qui écrit, je cite, « Une campagne semble se faire jour dans les tribus en faveur d'une action de récupération des femmes se livrant à la prostitution à Nouméa. Des commandos seraient formés avec la participation des Natas, c'est-à-dire les pasteurs kanaks, afin de maintenir au bercail les filles récupérées, ces dernières seraient tondues. » Fin de citation. En conséquence de ce retour de bâton idéologique, les droits électoraux des Kanaks, notamment ceux des femmes, vont être repoussés.
Avant-guerre, l'organe de gouvernement local en Nouvelle-Calédonie, le Conseil général, était élu uniquement par les hommes européens. Ce conseil, dissous pendant la guerre, est rétabli en 1944, toujours exclusivement européen et masculin. En 1945, comme vous le savez, on admet à voter une toute petite élite d'hommes kanaks de plus de 30 ans, moins d'un dixième de la population kanak. Quant aux femmes, les Calédoniennes européennes votent pour la première fois en 1946, mais pas les femmes kanaks. Bien que la loi en mai 1946 ait élargi le droit de vote à tous les indigènes sachant lire et écrire le français ou ayant travaillé 2 ans comme salariés, une fois encore à cause des résistances locales à son application, le vote kanak va demeurer restreint. On ajoute simplement à la liste précédente les catéchistes catholiques, les moniteurs des écoles religieuses et les volontaires de la Deuxième Guerre mondiale, bon, sur l'insistance de leurs frères d'armes et à cause de leur pétition. Quant aux femmes kanaks, elles sont toujours exclues. C'est quand en 1951, le nombre de votants kanaks est élargi selon les critères de la loi, que les femmes kanaks majeures vont être admises à voter, à condition cependant d'être mère de 2 enfants au moins. Alors, c'est pas propre à la Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose en Afrique, au Sénégal par exemple, comme si pour les femmes colonisées, la maternité était la condition qui pouvait se substituer à l'instruction, condition évidemment impensable à imposer pour des Européennes. Le verrouillage du corps électoral en Nouvelle-Calédonie se fait donc au bénéfice des Européens et des hommes. Le suffrage ne va devenir réellement universel qu'en 1957, 11 ans après l'indigénat, et les femmes kanaks, dans leur ensemble, accèdent alors aux droits électoraux sans restriction autre que la condition de majorité d'âge. Alors, autre inégalité, la limitation de l'accès aux études des enfants kanaks et tout particulièrement des filles. Avec l'abolition du régime de l'indigénat, les autorités ont désormais une obligation scolaire pour tous les enfants, y compris javanais, vietnamiens, autochtones. Par conséquent, le nombre d'enfants qui fréquentent régulièrement l'école augmente de 60% entre 1946 et 1953, avec un nouvel équilibre entre réseau scolaire confessionnel et réseau laïque au profit du réseau laïque. En 1946, il n'y avait que 34 écoles publiques en tribu, elles sont 61 sur la Grande Terre en 1953. Il y a donc une massification, mais pas forcément une démocratisation. Le changement en matière de niveau d'études tarde à venir. La scolarisation des enfants kanaks progresse difficilement dans le deuxième degré, en particulier pour les filles. Et quand dans les familles, il y a des difficultés pour payer les frais de scolarité, on privilégie les garçons. Leurs sœurs sont retirées de l'école. En 1970, il n'y a encore qu'un enfant kanak pour 5 enfants européens en sixième. Et pour que la scolarisation des filles s'affirme dans le deuxième degré, il va falloir attendre la fin de notre période, l'ouverture des lycées Blaise Pascal, puis d'Occamo. Alors, je n'ai pas lu l'ouvrage de Christiane Terrier, Vers une école pour tous, qui vient de paraître. Je ne sais pas quelle place y est faite aux inégalités de genre, mais je pense que vous y trouverez d'autres données. Alors, le métier d'institutrice lui-même ne s'ouvre que tardivement aux jeunes femmes kanaks, dans la seconde partie des années 60, d'abord avec la formation de quelques rares monitrices,
puis plus tard avec celle de maîtresse certifiée. Même chose pour le métier d'infirmière. Le cadre des infirmiers indigènes qui avait été créé en 1935 était exclusivement masculin et les infirmiers autorisés étaient en général des hommes qui avaient servi comme brancardiers pendant leur service militaire. Quand en 1969 s'ouvre enfin à Nouméa une école ouverte aux filles qui délivre des diplômes territoriaux d'infirmières, dans cette école, comme d'ailleurs à La Pérouse, au lycée La Pérouse à la même époque, la remission est interdite, ce qui tend à indiquer que les filles kanaks ne sont pas vraiment les bienvenues. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première période? Eh bien, les aspirations à l'égalité des droits des femmes sont vite contrées. Les premières générations de Kanaks dans les associations UICALO et ASLF, puis qui rentrent avec l'UC sur la scène politique à partir de 1953, restent exclusivement masculines, bon, ce qui est associé à la persistance d'une idéologie familialiste patriarcale qui assigne aux femmes, justement, le rôle de gardienne du foyer et de mère, mais qui les exclut de la vie politique. Les femmes paraissent globalement avoir une marge d'action assez réduite à l'époque, un indicateur parmi d'autres en étant le très faible pourcentage d'entre elles qui ont le permis de conduire. Apoya, la première femme kanak à conduire une automobile, obtient son permis au milieu des années 60. Elle va ensuite faire le taxi, qui localement est une petite révolution. Alors le conservatisme s'exprime aussi dans les années 60 lors des débats à l'Assemblée territoriale concernant les questions intéressant l'état civil particulier, c'est-à-dire l'état civil de la grande majorité des Kanaks. À l'occasion du nouvel enregistrement en mairie des mariages et des dissolutions de mariage, on réaffirme que l'accord explicite des familles qui faisait parfois défaut est nécessaire. Et on note d'ailleurs que l'Église évangélique demande, au cours de ces débats, aux conseillers de l'Assemblée territoriale de fixer un âge minimal à 16 ans pour les filles du mariage, car il s'avère qu'il y a des filles mariées plus précocement. On assiste également à un débat sur les successions, qui est intéressant pour la condition des femmes. Les successions qui concernent les biens fonciers dans la réserve, mais aussi les biens extérieurs à la réserve. Par exemple, une maison à Nouméa, acquise par un couple kanak de statut particulier, dont le mari décède. On réaffirme que c'est le Conseil des anciens qui est décisionnaire et que par conséquent, la veuve peut ne pas pouvoir conserver son logement qu'elle a contribué à payer une grande partie de sa vie avec son salaire, si le Conseil des anciens en décide autrement. Mais en dépit de ces conservatismes, on observe aussi des conduites individuelles de rupture chez des jeunes femmes qui travaillent et décident de faire leur vie ou un moment de leur vie en ville. En 1976, Jean-Marie Djibaou écrivait, je cite, que les jeunes filles mélanésiennes quittent la tribu beaucoup plus tard que les garçons, mais celles qui s'en vont rompent d'une manière beaucoup plus délibérée avec le milieu traditionnel. Bon, un exemple en est
trajectoire de Suzanne Houneille, dont nous verrons bientôt le rôle qu'elle a joué dans l'émergence d'un féminisme kanak. Suzanne était née en 1945, c'est la sixième d'une fratrie de 15, avec un père gendarme originaire d'Ouvéa, mais elle grandit là où il est en poste, à Wallis, à Païta, puis à Poindimier, essentiellement sur la Grande Terre. Elle quitte l'école assez tôt, alors je ne saurais pas vous dire exactement quel était son niveau d'études. Je pense qu'elle quitte l'école après son certificat d'études primaires. À 19 ans, elle s'installe à Nouméa pour travailler d'abord comme femme de ménage, puis chez Barrault, elle s'occupe des bons de commande, puis elle entre à la banque. Bon, on ne sait pas trop ce qu'elle faisait à la banque, voilà, elle était employée par la BNC. Sa première fille, elle est célibataire, sa première fille naît quand elle a 21 ans, elle en a une autre 3 ans plus tard, toujours célibataire, mais qui malheureusement décède au bout d'un an, et elle obtient un logement à Pierre-Lanquette, ce qui est important parce que ce logement deviendra le lieu de réunion des féministes du groupe 1878 et plus tard du GFKEM. Alors, bien que les aspirations à l'égalité des droits des femmes aient été vite douchées, qu'un discours conservateur en matière de morale et de mœurs se soit imposé comme dominant, des transformations considérables ont lieu dans les années 50-60 dans le champ économique et social, dans le champ politique également, avec l'élection des conseillers kanaks de l'Union calédonienne à l'Assemblée territoriale et au Conseil de gouvernement, comme vous l'avez vu. La loi cadre de 57 donne à ces deux instances une assez large autonomie de compétences qui permet à une élite politique kanak masculine de se rôder à l'exercice du pouvoir. Mais l'autonomie est vite remise en question à partir de 1963 et avec le boom du nickel arrive une vague massive d'immigrants qui mettent les Kanaks en minorité démographique et dans le corps électoral également. De 52% au sein de la population calédonienne en 51, les Kanaks ne sont plus que 42% en 1976. Cela contribue à l'écho que va recevoir, à partir des années 70, un discours nouveau, clairement anticolonial, qui trouve une audience chez des jeunes, dont certains ont fait des études secondaires et quelques-uns sont allés en France, justement au moment de la révolte contestataire de 68. C'est ce qu'on a appelé le réveil kanak. Et nous allons voir que les femmes ont participé de plusieurs façons à cette dynamique, que certaines d'entre elles vont mettre en cause jusqu'au cadre patriarcal de la société. Alors, les années 60, comme vous l'avez vu certainement précédemment, voient le grignotage progressif des compétences inscrites dans le statut de la loi cadre. Ce grignotage démarre avec les lois Jacquinot en 62-66 et il est parachevé par les lois Biot début 69. Le conseil de gouvernement est placé sous l'autorité du gouverneur et l'Assemblée territoriale a également ses pouvoirs reniés, notamment en matière de contrôle de la ressource nickel, qui justement, entre 69 et 74, va connaître un boom. Ce boom provoque l'arrivée massive d'immigrants européens et polynésiens en lien avec les besoins économiques, mais également avec la volonté explicite de faire du blanc, une expression employée par le maire de Nouméa, le premier, Roger Larocque,
pour prévenir les aspirations à la décolonisation. La main-d'œuvre étrangère est préférée, même pour les emplois sans beaucoup de qualifications. Et parmi les emplois ouvriers, il n'y a guère que chez les manœuvres que les hommes kanaks sont convenablement représentés. Autre conséquence du boom, une expansion urbaine et une carence de logements sociaux. À la cité mélanésienne de Montravel, construite au tournant des années 60, va s'ajouter la construction des tours de Magenta, de Pierre Lanquette et Tindu dans la première moitié des années 70. Logements copiés sur les grands ensembles métropolitains, destinés à l'installation de familles, qui est nouveau parce que les premières cités ouvrières de Nouméa, comme la cité SLN de Doniambo ou le cantonnement municipal de la Montagne Coupée, qui étaient construites par les employeurs, ressemblaient plutôt aux garçonnières des centres miniers. Enfin, l'été 69 va précipiter la visibilité publique de nouveaux groupes militants anticolonialistes animés par des jeunes gens qui, de retour de France, réactivent à Nouméa les modalités d'action de mai 68 autour de la figure de Nidosh Naïslin, que Dewey Gorodé décrivait comme christique, hein, c'est le terme qu'elle employait, pour les jeunes Kanaks de l'époque. Il faut attendre une quinzaine d'années après la constitution de la UICALO et de la SCLF pour que des femmes s'organisent au sein des églises. Au sein des églises, hein, pas au sein de ces associations. C'est ainsi que se forme dans les années 60 la jeunesse agricole et rurale catholique des femmes, qui comprend 3000 adhérentes kanaks et dont Marie-Claire Bébocourt est élue présidente en 63, et elle occupera ce poste 6 ans jusqu'à son mariage, qu'elle devienne Madame Becalossi. Je la cite parce que par la suite, dans les années 80, elle jouera un rôle dans la structuration du mouvement associatif féminin à l'échelle du pays. Alors, bien que ces groupements féminins ne mettent pas en cause le rôle social assigné aux femmes dans la religion et dans la coutume, ils témoignent d'une volonté d'avancer vers davantage de reconnaissance sociale. Et on pourrait dire que les équipes féminines de sport, en particulier de cricket, un sport dans un premier temps réservé aux hommes, occupent un rôle un peu semblable. Un pas supplémentaire vers l'autonomisation et l'affirmation de soi des femmes kanaks sera franchi avec la constitution du mouvement féminin vers un souriant village mélanésien. En octobre 71, Scholastique Pidgeot, née Tonia, qui a beaucoup voyagé en France avec son mari, qui était le député de l'Union calédonienne, Roch Pidgeot, et qui a remarqué combien la condition des femmes en France contrastait avec celle de Calédonie, aidée d'une religieuse européenne de Païta, sœur Marie-Philomène, décide de constituer une association féminine d'entraide qu'elle nomme Mouvement pour un souriant village mélanésien et qui dépose ses statuts d'association loi de 1901. Alors qu'auparavant, les mouvements des églises n'avaient pas ce statut. Alors, des membres du Souriant Village participent l'année suivante au premier festival des arts du Pacifique à Fidji, un festival fait par des Océaniens pour des Océaniens, 2 ans après l'indépendance de cette ancienne colonie anglaise, et leur participation à cet événement va favoriser leur investissement dans l'organisation, quelques années plus tard, du festival Mélanésia 2000 à Nouméa. Alors, le souriant village mélanésien s'implante d'abord à la Conception à Saint-Louis, puis se ramifie dans d'autres tribus catholiques,
Dès ses débuts, il est très soutenu par Roch Pidgeot et par Jean-Marie Tjibaou, qui travaillent alors comme dans un service administratif, comme contractuel à l'éducation de base. En 1975, le mouvement comprend environ 300 adhérentes réparties en une vingtaine de groupes. Ces groupes vont s'illustrer dans la lutte menée contre l'alcoolisme masculin. Les femmes de l'association n'hésiteront pas à Thio à venir sortir Manu Militari, les hommes des bars, ou à Yengen à barrer la route aux colporteurs qui livrent de l'alcool régulièrement. Alors sur cette photo, initialement parue dans le bulletin du commerce en 1972, republiée dans une brochure éditée par la province des îles Loyauté pour le 40e anniversaire du mouvement pour un souriant village mélanésien, on voit une réunion du bureau de l'association. On reconnaît Scholastique Pidgeot, la deuxième sur la droite, la deuxième sur la gauche, pardon, une femme qui avait, selon tous les témoignages, énormément de charisme, et on voit Jean-Marie Tjibaou debout derrière les femmes. Alors j'attire votre attention sur le fait qu'au plan des attitudes, le groupe photographié est tout à fait conforme aux normes coutumières où les femmes doivent être plus bas que les hommes. Si les hommes sont debout, les femmes sont assises. Si les hommes sont assis sur des chaises, les femmes doivent être assises au sol. Alors Christiane Tonia, qui est née Némoidjou, qui deviendra plus tard présidente du mouvement pour un souriant village mélanésien, qui avait une vingtaine d'années à l'époque et participait déjà aux réunions, mais pas trop, dit-elle, elle habitait Conception, hein, mais pas trop, dit-elle, parce que son mari n'aimait pas qu'elle soit en dehors de la maison et s'absente, se rappelle que souvent, c'est Jean-Marie qui animait les débats jusqu'au jour où il a dit aux femmes: maintenant, c'est plus moi qui vais parler, mais vous. Et Christiane Tonia d'ajouter: à l'époque, les femmes avaient peur de prendre la parole, même en réunion entre femmes kanaks, elles n'osaient pas dire un mot. C'est Jean-Marie qui nous a poussés à aller de l'avant. Alors rapidement, les objectifs initiaux de l'association, qui sont limités à l'espace domestique et résidentiel en respectant le partage des rôles masculins et féminins, sont dépassés. Les femmes du mouvement vont s'affirmer comme des actrices à part entière du renouveau culturel kanak qui se concrétise dans le projet du Festival Mélanésia 2000. Ce sont les premières à se mobiliser, avant même les coutumiers, pour préparer la rencontre à Nouméa, qui va durer du mercredi au dimanche, et dont le but est de démontrer la vitalité de la culture kanak. Le festival va réunir 2000 participants kanaks de la Grande Terre et des îles. Scholastique Pidgeot sera responsable de la commission alimentation. Les femmes du Souriant Village s'occupent des repas. L'alcool a été interdit sur le lieu du festival et elle s'assure aussi qu'il n'y ait aucun trouble. Mais ce n'est pas tout. Elles vont participer au jeu scénique Kanaké, coécrit par Jean-Marie Tjibaou, et qui va être présenté 2 soirs de suite au public. Alors, la photo n'est pas très bonne, hein, mais il n'y a pas beaucoup de photos prises de plus près. Bon, en tout cas, les femmes de plusieurs générations, Marie-Claude à l'époque, Marie-Claude Tjibaou, Marie-Claude Ouetta, hein, qui va se marier à Jean-Marie Tjibaou à 26 ans à l'époque. Scholastique, elle, en a 61.
pour les besoins du jeu scénique et de la mise en scène des premiers contacts avec la colonisation, abandonne la robe mission pour reprendre la jupe de fibre, le vêtement féminin d'avant la colonisation et l'évangélisation, ce qui constitue une rupture forte avec les injonctions administratives et surtout missionnaires de lutte contre la nudité qui prévalait jusque-là. Et mes interlocuteurs me racontaient que dans les années 50, les femmes, chez elles, tombaient la robe mission, si je peux dire, pour la nouer à la taille comme un pan, pour pouvoir allaiter plus librement. Mais quand le missionnaire passait, ben, le missionnaire leur faisait des remontrances pour qu'elles remontent le haut de la robe. Alors, en parallèle avec ce mouvement associatif, mais sans rapport avec lui, des jeunes femmes vont s'investir dans les groupes révolutionnaires kanaks. La première d'entre elles, en 1969, est Dewe Gorodé, qui vient juste de finir ses études secondaires à La Pérouse. Elle raconte que, voulant aller à la réunion, mais s'apercevant qu'elle était la seule femme présente à la réunion des foulards rouges, elle voulait partir, mais que comme un vieux de marée lui a avancé une chaise, elle a été obligée de rester. Alors, après des études de lettres à Montpellier, de retour au pays, elle adopte une grille d'analyse marxiste de la situation coloniale, et c'est elle qui va prendre en 1974 la présidence des Foulards Rouges. Je fais remarquer que c'est la seule femme kanak à avoir présidé une organisation politique kanak jusqu'à ce qu'en 2020, Muneiko Aochas prenne la présidence du MNIS. Alors sociologiquement, les jeunes femmes qui s'investissent dans les groupes révolutionnaires sont très différentes des mamans du mouvement pour un souriant village mélanésien. D'abord, elles sont plus jeunes, souvent mères célibataires, comme Suzanne Ouney et comme Dewe Gorodé, qui a une petite fille en 1974. Elles sont urbanisées et salariées. Alors, beaucoup d'entre elles ont eu des pères, soit pasteurs, soit moniteurs, soit gendarmes, en fait des lettrés en principe chargés d'amortir les relations avec les Européens. Parmi ces pères, certains ont été influencés par les idées du Parti communiste calédonien et certains ont été délégués des premiers partis mélanésiens. Quelques-unes de ces jeunes femmes, mais pas toutes, ont aussi des frères qui militent au Foulard Rouge. C'est le cas de Bernadette Muenteapo, qui a son frère Gabi, est un militant actif, et de Suzanne Ouney, dont le frère William Troncaggio milite également au Foulard Rouge. En règle générale, les familles de ces jeunes femmes les soutiendront très fermement face à la répression, puisque la plupart d'entre elles se feront arrêter, iront en prison ou au moins se feront tabasser. Leur militantisme est très actif sur le terrain, dans les manifestations, dans les opérations de désobéissance civile et dans les revendications foncières sur les propriétés des colons. Mais il laisse peu de traces dans la presse écrite des groupes révolutionnaires, ce qui témoigne en creux de la difficulté de ces groupes à intégrer l'importance de la place politique des femmes. La question de l'égalité des droits à conquérir pour les femmes kanak n'apparaît d'ailleurs nulle part dans le journal Le Réveil kanak.
Alors, on voit ici, c'est une photo très forte, hein. On voit ici Bernadette Mointe-Apo et Dewey, qui sera incarcérée en 74 et de nouveau en 77. Comme elle me le dira dans un entretien, c'est toute cette répression qui a en fait, au lieu de décourager les militants, les a encouragés encore plus dans leur objectif de vouloir récupérer les terres pillées par la colonisation et de vouloir une nation kanak, ce qui a renforcé le sentiment nationaliste, si bien qu'à la sortie de la prison, dans les discussions, nous sommes arrivés à dire que si nous voulons nos terres sans condition, nos terres, mais c'est toutes les terres du pays, donc on veut l'indépendance du pays. D'où le mot d'ordre à ce moment-là, nos terres sans condition et indépendance kanak. Alors en 75, Dewey arrête d'enseigner à la suite, elle enseigne au collège, dans un collège privé, le collège Marie-Reine Tabor. Donc elle arrête d'enseigner à la suite d'un conflit avec la directrice. Et 40 ans plus tard, dans un récit rétrospectif, elle raconte le jour où le vase a débordé, c'est lors d'une porte ouverte avec les parents d'élèves où on n'a pas montré l'exposition que j'avais préparée avec mes élèves sur l'histoire d'ici, y compris donc celle des insurrections, de la colonisation. La direction a évacué le contreplaqué sur lequel il y avait l'exposition. Et le jour de la porte ouverte, quand les parents sont venus, j'ai demandé des comptes à la directrice et je ne suis plus revenue. Elle m'a envoyée devant la direction de l'école catholique et la direction de l'enseignement catholique m'a dit que si je voulais partir, il fallait démissionner. Et j'ai dit non, je ne démissionne pas parce que démissionner, c'est comme si je reconnais que j'ai tort, mais j'ai pas tort. Dans ce récit, ce qui est marquant, enfin, ce que je trouve marquant, c'est sa capacité à s'opposer frontalement à l'autorité, à dire non, la volonté, en quelque sorte, de briser le carcan de l'obéissance silencieuse qu'on attend traditionnellement des filles et des femmes. Alors, ce poème que vous connaissez peut-être figure dans le recueil Sous la cendre des conques, publié en 85, dans une partie du recueil intitulé Popiné, un terme à connotation raciste, comme d'ailleurs Ponoche, que Dewey se réapproprie en retournant le stigmate. Dans ce poème, elle insiste sur la nécessité de prendre la parole pour soi en tant que femme kanak, y compris comme elle le formule dans un autre poème du même recueil, et je cite, en pesant le joug de la nuit des temps, en frôlant les limites des espaces tabous, en mesurant l'étendue de l'habitude, de la coutume, des mœurs tutélaires. Autrement dit, en osant bousculer les idées reçues et les conservatismes. Dewey, qui est, à ma connaissance, la première femme kanak à avoir obtenu un diplôme universitaire et à s'être mise à l'écriture, de poèmes, puis de nouvelles et de romans, occupe dans sa génération une place tout à fait à part. Elle incarne parfaitement la figure de ce que la sociologue féministe afro-américaine Patricia Hill Collins nomme les outsiders intégrés, à savoir des intellectuels qui sont tout à la fois en dehors du monde du savoir universitaire dominant, parce qu'appartenant à des communautés qui en sont exclues, et dedans, du fait qu'elles y ont eu néanmoins accès par les études qu'elles ont faites. Alors l'année 75, de mon point de vue, est un moment charnière, un peu comme l'avait été l'année 46 dans la période précédente. C'est, comme vous l'avez vu,
la tenue du festival Mélanésia 2000, qui se tient avec le soutien des institutions, auquel les groupes révolutionnaires kanaks n'ont pas voulu participer parce qu'ils redoutaient une folklorisation de la culture et qu'ils voulaient aussi se démarquer des institutions. C'est aussi un moment très fort de la lutte sur le terrain avec l'adoption du mot d'ordre d'indépendance. Mais c'est aussi, en écho aux mouvements féministes aux USA et en Europe qui sont alors à leur apogée, l'année internationale de la femme décrétée par l'ONU pour promouvoir les droits des femmes dans le monde. Alors, Dewe Gorodé, qui, après avoir arrêté de travailler au collège, est devenue permanente du Palika et qui a été chargée des relations extérieures, participe à une conférence qui se tient à Suva pour un Pacifique dénucléarisé, avec la question des essais en Polynésie française, mais aussi de la base américaine à Guam, d'où partaient les B-52 qui bombardaient le Vietnam. Dans cette conférence, elle prend contact avec le comité d'organisation pour le Pacifique de la première conférence mondiale des femmes qui va se tenir à Mexico. Elle va à Mexico, elle participe au débat, ce qui lui donne encore une base plus solide à son féminisme. Alors, dans le groupe 78, avec Suzanne Ouney, qui milite avec les gens de la Grande Terre, elle poursuit un débat sur le rapport entre lutte nationaliste et lutte féministe. En plus des réunions plénières, les femmes du groupe se réunissent entre elles chaque semaine chez Suzanne, qui habite Pierre-Lanquette, dans l'idée que les femmes prendront plus facilement la parole si elles sont entre elles et qu'elles se sentiront plus libres pour définir les contours de la lutte pour leur émancipation. C'est pourquoi aussi elles demanderont que des sections de femmes soient créées au Palika, mais malgré un accord de principe, ces sections ne verront jamais le jour. Toutefois, il faut noter qu'en 1977, parmi les 4 listes présentées pour élire le 9e conseil de gouvernement, des listes du Palika, du Rassemblement pour les Républicains fondé par la Fleur, du Parti socialiste calédonien et de l'Union calédonienne, le Palika va être le seul parti à présenter une femme dans sa liste, Georgina Monawa, une institutrice du groupe 1878. Alors, j'ai tenu à présenter cette photo d'une réunion du Palika de 78 parce que on y remarque plusieurs femmes assises au premier rang, parmi lesquelles Suzanne Ouney, qui a alors 33 ans, qui est sur la droite. Alors, vous remarquerez qu'elles ne se sont pas mises au fond de la salle, ni assises par terre pour laisser les hommes devant et sur les chaises, comme c'est de règle dans la vie politique coutumière, et comme c'était aussi ce qui se faisait au même moment dans les réunions des autres groupes politiques kanaks, Union calédonienne, Union multiraciale ou Union progressiste en Mélanésie. Un autre point mérite d'être relevé, la coiffure à la Angela Davis de plusieurs d'entre elles, qu'on a pu également noter chez Dewey sur le cliché précédent. Alors pour l'ensemble du mouvement féministe de l'époque, et tout particulièrement pour les féministes kanaks, Angela Davis était une référence en tant qu'intellectuelle noire, féministe et communiste, luttant pour l'égalité raciale,
pour l'égalité entre les sexes et pour l'émancipation des travailleurs. Je rappelle qu'elle avait été arrêtée et accusée aux USA d'avoir fourni des armes aux Panthères noires, que pour ça, elle était passible de la peine de mort et qu'elle avait été finalement acquittée en 1972 au terme d'une campagne internationale de soutien. Alors, le débat qui a lieu dans le groupe 78 et au Palika sur l'articulation de la lutte nationaliste et de la lutte pour l'émancipation des femmes se poursuit, toujours aussi difficile, pour ne pas dire décevant pour les militantes, au congrès du Palika de 1978 puis de 1980, mais il n'y a toujours pas de section de femmes créée, bien que le principe en ait été adopté. Aussi, en 1981, quand se produira une session au Palika sur la question de l'adoption du marxisme comme idéologie officielle, Suzanne Ouney va partir avec Nidosh Naislin pour fonder le LKS, mais surtout parce que Nidosh avait beaucoup soutenu les femmes les années précédentes et que le LKS promet de créer cette fameuse section féminine. Mais très déçue par le conservatisme de cette section féminine du LKS, où on ne parle pas politique comme elle l'espérait, mais on s'adonne à des activités réputées féminines telles que la cuisine, la couture, le macramé, etc. Elle décide de créer en 82 une organisation qu'elle va définir comme autonome, indépendantiste et féministe, le groupe de femmes kanak exploitées en lutte, le GFKEL. Elle sera rejointe par de très jeunes femmes de Saint-Louis et de Conception, ainsi que par quelques autres. Je pense à Daniel Prébin, à Bella Wakatcheou, qui se sont politisées lors de 18 mois d'occupation du foyer calédonien à Paris entre avril 1976 et septembre 1978, occupation qui s'est faite à la suite d'un conflit entre les étudiants et la gérante du foyer et de la décision de l'Association des Kanaks en France de transformer les lieux en hébergement pour les appelés du contingent effectuant leur service en France lors de leur permission. Alors, le GFKEL, aussitôt créé, rejoint le Front indépendantiste. Ses mots d'ordre sont « Pas d'indépendance kanak et socialiste sans libération des femmes » et « Femmes, prenez la parole ». Alors, je termine cet exposé en disant que du point de vue de l'engagement politique des femmes kanaks dans cette période, l'année marquante, bon, ça ne paraît pas vraiment être 77, et selon moi, le tournant est soit 1975 ou plutôt 1982, quand il y a, je dirais, une séparation dans le mouvement féministe kanak. Certaines choisiront de rester au Palika, Dewey, Georgina Monawa, en acceptant en quelque sorte de mettre en premier la lutte pour l'indépendance, et d'autres, avec Suzanne Ouney, partiront au GFKEL, refusant de dissocier lutte féministe et indépendantiste et de prioriser l'une par rapport à l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai fini. Vous trouverez en annexe un certain nombre de documents que j'ai pensé intéressants pour vous sur divers points abordés dans cet exposé. Merci de votre attention.